Le ministère des Finances du Cameroun, la division de la prévision de ce ministère, a fait un rapport sur l'état des lieux de la crypto-monnaie de façon globale dans le monde entier, dans la sous-région, et ce qui est en train de se passer à RCA, quelles sont les implications, quelles sont les décisions, par exemple, que la CEMAC pourrait prendre face à ce qui est en train de se passer. Donc, on va parcourir ce rapport et on va voir ce que ces institutions-là pensent même de la crypto-monnaie de façon globale. Parce que parfois, on se dit, nos ministères ou bien ces personnes qui sont à la tête, qui sont en train de diriger, n'ont pas connaissance de ce que c'est que la crypto-monnaie. Mais quand on voit un rapport comme celui-ci, c'est assez intéressant et ça montre comment ces personnes-là, qui sont même au top niveau des décisions, comprennent bien évidemment les enjeux et comment est-ce que la crypto-monnaie est en train de fonctionner dans le monde entier. Ce rapport est assez intéressant et on va donc le parcourir. Donc, dans l'introduction, il parle de façon globale des crypto-monnaies. En effet, à la suite de la crise de 2007, donc c'est une crise financière qui a commencé en 2007, qui s'est achevée en 2008. La différence à l'égard des systèmes financiers mondiaux et des États qui protègent et tentent de sauver les banques devient de plus en plus grande. Donc, ça montre la défaillance du système financier. Et il y a donc Herman Jacher qui déclare à cet effet-là que les monnaies fiduciaires est considérée comme une partie de la population, pas une partie de la population, comme une propriété d'une élite financière et politique, se souciant bien peu des intérêts généraux et du bien-être des populations. Donc les élites, donc il déclare que les monnaies fiduciaires, ce sont des monnaies qui sont dominées par les élites, qui se soucient très peu du besoin de la population. C'est ce que la population pense. L'idéologie principale qui a été amenée lors de la création de ces monnaies numériques et chiffrées appelées crypto-monnaies découle d'un mouvement libertarien. D'un mouvement libertarien dont l'un des buts est de diminuer le plus possible le pouvoir de l'État sur la monnaie. Donc, si vous ne comprenez pas le but de la crypto-monnaie, alors vous n'êtes pas au bon endroit parce que le but de la crypto-monnaie, c'est de libérer l'État de cette possibilité, de ce pouvoir qu'il a sur la monnaie là, parce que les États, les gouvernements, tous ceux qui gèrent les monnaies financières, les monnaies fiduciaires, ont un grand pouvoir. Donc, le but de la crypto-monnaie, c'est de libérer et de diminuer le plus possible ce pouvoir-là de l'État sur la monnaie. Donc, le volume de transactions en Afrique portant sur la crypto-monnaie a été multiplié par 12 en l'espace de 3 ans. Il est passé de 8 milliards en 2018 à 106 milliards de dollars en 2021 selon Chain Analytics. Ça montre comment du côté de l'Afrique, il y a un bon nombre de personnes qui utilisent déjà la crypto-monnaie et qui font des transactions en crypto-monnaie. C'est juste hallucinant. On est à un volume de 103 millions, pas milliards, millions de dollars. C'est juste waouh. Avançons et on continue. Je vais parler dans tous les détails. J'ai souligné quelques points un peu phares de ce document. Il y a l'historique des crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est, comment ça voit le jour, son évolution, et on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais parlons du développement des institutions. Il y a de nombreuses organisations, donc ils savent très bien qu'il y a de nombreuses organisations, notamment PayPal, et des banques qui déploient des services crypto-monnaies pour leurs clients. Et on peut alors s'attendre à voir une explosion des actifs détenus par les courtiers institutionnels et dépositaires et les gestionnaires des actifs. Les organisations se tournent vers les facilitateurs institutionnels pour accéder au marché des crypto-monnaies, alors que d'autres choisiront les gestionnaires d'actifs avec les fonds en crypto-monnaie, un peu comme les Goldman Sachs par exemple. Donc ils savent très bien qu'il y a des enjeux et qu'il y a des institutions dans le monde entier qui sont en train de migrer et d'accepter, de permettre même aux utilisateurs de pouvoir s'exposer également à ce genre d'actifs, donc aux actifs numériques. Allons encore plus bas. Ici, ils disent dans la poursuite de la finance décentralisée, donc poursuite de la croissance de la finance décentralisée. Comment est-ce que eux ils voient la finance décentralisée? C'est super important de comprendre comment ces institutions-là voient la finance décentralisée. Nous, quand on voit la finance décentralisée, c'est une finance avec les principes des finances classiques
qui s'applique donc sur la blockchain, mais sans les intermédiaires. Et c'est ce qu'eux également ils voient. Il dit, ce terme désigne des services financiers qui utilisent la technologie blockchain pour effectuer les transactions sans avoir recours aux intermédiaires, les courtiers, les banques. Donc, on n'a pas besoin de passer par les courtiers et les banques pour bénéficier des services classiques de la finance. On parle d'exemple, un exemple en vogue, c'est l'emprunt des crypto-monnaies stables réalisées sans intermédiaire, sans vérification de contenu, de crédit. C'est juste waouh! Ça veut dire que vous pouvez aller dans la crypto-monnaie, dans la blockchain et prêter de l'argent, emprunter de l'argent sans qu'on ne puisse vérifier derrière un certain nombre de choses. Vous vérifiez si vous avez les crédits, sans les intermédiaires. C'est justement ça le but de la finance décentralisée. Et c'est pour ça que les volumes de transactions ont donc augmenté de 1500% par rapport à 2019. Donc en 2020, la valeur immobilisée dans la finance décentralisée a augmenté de 1500% par rapport à 2019. Donc de 2019 en 2020, il y a eu 1500. De 2020 en 2021, il y a encore eu bien plus parce qu'il y a encore eu bien d'argent qui est en train d'entrer dans la finance décentralisée. Et là, ce rapport, il parle en 20 milliards d'euros, qui est vraiment très peu. On est au-delà, à l'heure où nous sommes en train de parler. Si on va sur DeFi Lama, par exemple, DeFi Perks et bien d'autres, on va voir autour de 180 milliards de dollars qui ont été mobilisés dans la finance décentralisée. C'est juste hallucinant. Les crypto-monnaies deviennent donc de plus en plus utiles pour les achats au quotidien. Avec ce qu'on a vu PayPal, avec la technologie blockchain qui a sans intermédiaire et les frais de transaction qui sont très très faibles, ça fait donc que plusieurs personnes commencent à utiliser la crypto-monnaie pour les achats de façon quotidienne. Et oui, ça c'est ce que eux y pensent. C'est très important de savoir ce que eux y pensent. Parce que nous pensons déjà ça, nous savons déjà ça, nous qui sommes dans l'écosystème crypto-monnaie. Mais est-ce que ces dirigeants-là, ces personnes qui sont en charge de l'argent, parce qu'on parle du ministère des Finances quand même, ils parlent de la finance, donc ils voient très bien qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent déjà les crypto-monnaies chaque jour, au quotidien. Que sont quelques implications pour l'économie mondiale, de façon mondiale de la crypto-monnaie? Comment eux, ils voient cela? Nous, on le sait déjà. Insensible à l'inflation. Il faut bien comprendre ce terme, insensible à l'inflation. L'une des choses qui tue nos économies aujourd'hui, c'est cette inflation qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas maîtrisée, ou bien qui est parfois liée au saut d'humeur, qui est parfois liée aux circonstances qui font en sorte qu'on va augmenter l'inflation, comme ce qu'on est en train de voir par exemple du côté des États-Unis, avec la SEC qui augmente les taux d'intérêt dans le but de diminuer cette inflation. Donc on va voir ici comment cette inflation est manipulée et est manipulable. Mais avec la crypto-monnaie, est insensible à l'inflation parce que les protocoles de la finance des crypto-monnaies, on a codé l'inflation à l'intérieur. On sait exactement quelle est l'inflation. C'est maîtrisé, c'est contrôlé et c'est fixe. On ne peut pas venir aujourd'hui modifier cette inflation-là. C'est déjà connu. Mais l'inflation dans nos États, on ne peut pas en dire autant. Donc ils disent bien, les crypto-monnaies ont un mécanisme sophistiqué de prévention d'inflation. En particulier dans le réseau Bitcoin, l'inflation est empêchée par plusieurs fonctionnalités. Première fonctionnalité, il y a l'émission qui ne dépasse pas le plafond de 21 millions de Bitcoin en circulation. Les nouvelles unités sont émises strictement une fois toutes les 10 minutes. C'est effectivement ce qu'on appelle le reward, donc ce qu'on paye aux mineurs, qui est donné une fois chaque 10 minutes. Et la quantité qui est donnée chaque 10 minutes diminue à ce qu'on a après 250 millions de blocs, qui est à peu près environ équivalent à 4 ans. Et c'est donc ce qu'on appelle le halving. Tous les 4 ans, l'émission de l'unité est divisée par 2, comme j'expliquais tantôt, le halving. Il existe donc des mécanismes similaires dans chaque réseau crypto-monnaie. Cela permet de prédire en avance combien de pièces existeront. Or, dans les systèmes classiques, il est impossible de prédire cette quantité, ce volume monétaire cette masse monétaire qui va arriver dans le futur. On ne sait même pas parce que l'inflation peut changer à tout moment. On peut imprimer à tout moment et ça dépend justement des prêts et des emprunts qui sont faits par les banques. Plus on prête de l'argent dans les banques, plus il y a les masses monétaires qui vont augmenter. Donc, cette inflation n'est pas maîtrisée. Ce n'est même pas contrôlable en fait. En fait, je ne sais pas si ce n'est pas contrôlable, mais c'est très peu maîtrisé.
Faible coût de transaction. On est en train de parler de l'aspect global des crypto-monnaies. Comment est-ce que, de façon globale, on est sur quelques implications sur l'économie mondiale. Faible coût de transaction et des paiements rapides. La transaction dans le système des crypto-monnaies, les transactions sont effectuées par le principe de peer-to-peer, de particulier en particulier. Je t'envoie la crypto-monnaie, il n'y a que toi et moi qui font partie de la chaîne. Bien qu'à côté, il y a une personne qui va valider cette transaction-là, mais cette personne qui est au milieu n'a pas d'impact réel sur notre transaction parce que cette personne n'est pas connue. Ça peut être n'importe qui, toute autre personne qui est dans le système, qui contribue à sécuriser le système, à valider les transactions dans le système, peut le faire. Donc du coup, cette personne qui est au milieu là est quasiment invisible, bien qu'on lui paye un peu de frais dans le processus de validation, mais la validation se fait bien évidemment de particulier en particulier parce que cette personne ne peut pas interrompre cette transaction en fait. Sauf s'il y a maintenant une transaction en attaque qu'on appelle les attaques 51 dans le réseau du Bitcoin. Mais bon, sans la participation d'un organe de contrôle central. Ce n'est pas un organe de contrôle central. Tout le monde aujourd'hui peut se mettre et valider ces transactions dont nous sommes en train de vouloir faire, par exemple. Et ça réduit donc les coûts de transaction et ça fait en sorte que le réseau est considérablement moins cher en frais de transaction. De plus en plus de transactions en crypto-monnaie ont une vitesse de traitement élevée. Ceux qui pensent par exemple que sur la blockchain du Bitcoin, les transactions sont très très lentes, il y a deux réseaux sur le réseau Bitcoin. Il y a le réseau principal et il y a encore une autre couche sur le réseau principal du Bitcoin qui est appelé le Lightning Network. Et le Lightning Network, c'est un réseau qui est censé être léger où les transactions sont autant efficaces et autant rapides que sur les blockchains d'Ethereum par exemple. Et même bientôt, ça peut même dépasser la vitesse des transactions sur la blockchain Ethereum qui va passer en version 2.0 pour accélérer encore la vitesse des transactions. Et comme d'autres blockchains qui sont déjà assez rapides, on parle d'Elrond, on parle de Zilliqa, on parle de Solana qui fait partie des blockchains les plus rapides. Donc les vitesses de transactions sur ces blockchains-là commencent déjà à dépasser même les vitesses de transactions dans le système classique comme PayPal par exemple, comme les Mastercard par exemple. Et ça c'est ouf. Voyons maintenant comment est-ce qu'eux ils voient les dangers de la crypto-monnaie et on va un peu débattre là-dessus. On va ouvrir les débats par la suite pour essayer de discuter de ces risques-là que les banques voient. Comment est-ce qu'ils voient ces abus, ces risques. Le premier risque qu'ils voient, les institutions voient, c'est le risque d'abus. Les caractéristiques marquantes de la crypto-monnaie, c'est qu'elle permet de réaliser les transactions de manière anonyme. Et avec dans une monnaie classique, les transactions doivent passer par la banque qui connaît le nom, les coordonnées de ses clients ainsi que les personnes et organismes avec lesquels est réalisée cette transaction. Le champ de la réglementation bancaire et financière étant donc largement défini par son objet, l'argent, les institutions financières, la crypto-monnaie et les actifs et les activités dont elles sont le support en aurait naturellement été judiciable si ces qualifications-là avaient pu leur être appliquées. Donc, ils disent carrément que si on avait pu appliquer les mêmes qualificatifs qu'on a dans les systèmes classiques, dans les crypto-monnaies, alors on aurait pu peut-être faire en sorte que la crypto-monnaie soit un peu plus justiciable. Mais est-ce que le but de la crypto-monnaie, c'est ça justement? Le but, c'est pas le but de la crypto-monnaie. Vous l'avez bien dit dans les objectifs plus hauts. Vous avez bien dit, le but de la crypto-monnaie, c'est de retirer le pouvoir à cette centralisation-là, cette hyper-centralisation-là. Donc, voir encore aujourd'hui la crypto-monnaie être régulée ou bien avoir besoin de ces organismes-là pour fonctionner, alors la crypto-monnaie aurait échoué et n'aurait pas satisfait ses besoins. Ses besoins, c'est de se couper, de diminuer le pouvoir des institutions financières, de diminuer le pouvoir des banques. C'est ça le but de la crypto-monnaie. C'est pas de faire les mêmes choses que le système fait là maintenant. C'est de l'innovation. On repense le système financier parce que le système financier, c'est un système qui a le moins évolué depuis des décennies. Depuis des années, le système financier, c'est l'une des choses qui a le moins évolué possible. Pareil que le système éducatif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les tendances de e-learning sont en train d'exploser. Et c'est justement une façon de repenser le système éducatif, comme on est en train de repenser le système financier avec la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, ce risque-là, c'est quelque chose qui est normal dans les crypto-monnaies parce que c'est le but de la crypto-monnaie. Le risque de prolifération des activités criminelles. De l'effet des caractéristiques et de leur mode de fonctionnement, les monnaies virtuelles présentent des risques de criminalité considérables
comme des opportunités, que les criminels considèrent comme des opportunités. Compte tenu de leur anonymat et de leur non-traçabilité, les crypto-monnaies apparaissent comme des moyens privilégiés pour servir d'intermédiaires dans les échanges et les cadres économiques souveraines et illégales comme le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, les drogues, le terrorisme, ainsi de suite. La question que je veux poser à ceux qui ont rédigé ce document, c'est avant la blockchain des crypto-monnaies, qu'est-ce qui était utilisé pour les mêmes activités? Parce que ces activités ne voient pas le jour avec la crypto-monnaie. Ça veut dire que la crypto-monnaie n'échappe pas à ça, est juste un moyen, comme d'autres qui existaient, de faire les mêmes choses. Dans le système financier classique, il y avait toujours les blanchiments d'argent, il y avait les achats d'armes, il y avait les trafics de drogue, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ces choses du système financier classique, ça existe également dans les crypto-monnaies. Et je vais même aller plus loin en disant, c'est même pas vrai parce que la crypto-monnaie, il y a déjà très peu de personnes qui utilisent et acceptent dans le monde entier. Comment quelqu'un qui vend la drogue va accepter la crypto-monnaie alors qu'il ne peut pas convertir ces crypto-monnaies facilement? Il ne va pas accepter la crypto-monnaie. Donc, ce n'est même pas totalement vrai avec le rapport qui a été fait par Chain Analysis et même le FBI d'un autre côté. Cette phrase n'est pas totalement vraie. On va revenir là-dessus une autre fois. Trop volatile et piratable. Bon, ça, on le sait de tous. La crypto-monnaie, c'est un peu plus volatile. Mais il n'y a pas que la crypto-monnaie qui est volatile. D'autres assets dans le monde entier sont aussi volatiles. Quand j'ai regardé encore l'autre jour, les actions de l'entreprise Snapchat qui ont explosé en moins 76% en un an, c'est quand même beaucoup pour les actions d'une entreprise classique. Alors qu'avec les crypto-monnaies, on peut avoir ce genre de choses aussi. C'est vrai, on a même bien plus ça avec les crypto-monnaies. Mais il n'y a pas que la volatilité ne s'applique pas qu'à la crypto-monnaie. Avec l'économie qui est devenue instable en 2000, pendant la période de pandémie de coronavirus, plein d'entreprises ont connu des taux vraiment, des performances vraiment très négatives. Donc, il y a des entreprises également qui ont connu des performances assez fulgurantes, qui ont pris beaucoup de volatilité pendant cette période de pandémie. Donc, ce n'est pas que les crypto-monnaies qui sont volatiles. Les crypto-monnaies réagissent dans un contexte dans lequel on est de façon globale. Ce que pensent les institutions financières de façon globale, donc ce que le ministère des Finances pense que les institutions financières pensent. Parce qu'eux, ils sont à l'intérieur, ils communiquent entre institutions financières. Donc, ils traquent les activités des autres entités financières et ils savent donc ce que d'autres activités financières pensent. OK. On va un peu aller dans cela. Allons pour le cas de la Banque centrale européenne dirigée par Madame Christine Lagarde, qui a dit récemment que la crypto-monnaie ne valait rien. Donc, pour cette institution-là, ce que le ministère des Finances pense, la crypto-monnaie n'est pas une monnaie. Et c'est clair par rapport à ce que Christine Lagarde dit. Elle dit clairement, la crypto-monnaie, ça ne vaut rien du tout. Donc, ils ne peuvent donc pas considérer cela comme une crypto-monnaie. Si ce n'est pas un actif, très particulier, par définition spéculatif, qui ne constitue pas de menace pour le monopole des banques centrales. OK. Là, ils sont en train de penser que comme ils ont le monopole sur les banques centrales et que bon, ils ont déjà une certaine souveraineté, ils ont déjà tellement de choses là, ils pensent qu'ils ne sont pas menacés. Et on va donc appliquer peut-être la théorie du capitaine des lions indomptables qui dit quand tu penses que tu n'es pas en danger, c'est peut-être là que tu es même en danger. Donc peut-être là où les banques centrales européennes pensent qu'ils ne sont pas en danger par les crypto-monnaies, ils ne voient aucune menace là par rapport aux crypto-monnaies. Bon, on est en train de voir comment les crypto-monnaies sont en train de drainer beaucoup de personnes. Et on est encore majoritairement jeunes dans les crypto-monnaies. Et c'est la jeunesse qui fait même en majorité les personnes qui utilisent la crypto-monnaie. Or, la jeunesse, c'est ceux qui seront des leaders de demain. S'ils sont majoritairement dans les crypto-monnaies aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils prendront comme décision demain avec ceux qui sont majoritairement en train d'utiliser aujourd'hui? Donc, on peut revenir sur cette phrase-là dans 5 ans. Le temps nous donnera peut-être raison. Donc, ce que la Banque centrale américaine, la Fed, la Federal Reserve, pense des crypto-monnaies, il est d'abord question de risque. La crypto-monnaie est un actif hautement spéculatif exposant les investisseurs à des pertes potentielles. Oui, bien évidemment, on dit bien pertes potentielles, mais il y a également de gains potentiels. Il y a plein d'entreprises comme les MicroStrategy
qui sont ravis de s'être exposés plutôt aux crypto-monnaies par rapport à d'autres actifs. Donc, au lieu d'investir dans des actions en bourse des compagnies fameuses et les plus connues, ils ont plutôt investi dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, Michael Saylor, par exemple, qui est le président fondateur, le CEO de MicroStrategy, lui, il est une personne qui est assez engouement assez enthousiaste par rapport à l'avenir des crypto-monnaies. Et il est donc une personne qui pousse majoritairement les personnes à comprendre ce que c'est que, comprendre les crypto-monnaies et voir comment ils peuvent également se positionner à l'intérieur. Souvenons-nous très bien que c'est après une discussion entre MicroStrategy, donc Michael Saylor, et Elon Musk, que Elon Musk a commencé à parler des crypto-monnaies et qu'il a peut-être probablement investi aussi dans les crypto-monnaies environ 1,5 milliard de dollars déjà qu'il a investi dans les crypto-monnaies. C'est juste fou. Donc, les institutions sont en train de revenir dans les crypto-monnaies et de peut-être comprendre qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui est encore plus grand. Donc, la présidente de la Fed, de la Federal Reserve, la crypto-monnaie ne pourrait être largement utilisée comme mécanisme de transaction dans la mesure où elle est souvent utilisée pour des financements illicites. Encore la même chose que ce qu'on a dit tantôt, les financements illicites. Mais les financements illicites, je vais encore le dire, existent avant les crypto-monnaies. Tu es déjà les financements illicites qui existent dans les systèmes classiques. Et si ça existe dans les crypto-monnaies, c'est là où ça pourrait être un problème. Mais vous ne pouvez pas essayer de reprocher la même chose à deux personnes et en vous appuyant uniquement sur quelque chose qui existe ailleurs dans les crypto-monnaies. C'est vrai que dans les crypto-monnaies, on peut dire que c'est un peu plus facile. C'est pas toujours vrai parce qu'on va revenir là-dessus. Il y a un documentaire très intéressant que je vais vous présenter concernant le blanchiment d'argent avec la crypto-monnaie. Ok, pour le Japon, il est sujet d'être minutieusement, que les crypto-monnaies soient minutieusement étudiées. Le gouverneur, là-bas, il déclarait déjà qu'il était important que la recherche sur le sujet soit approfondie, même s'il est encore trop tôt. Bon, trop tôt, c'est relatif, parce que la crypto-monnaie, c'est là depuis 2008, naturellement. Depuis le 3 janvier 2009, on a fait la première transaction. Donc, ça fait quand même beaucoup d'années que la crypto-monnaie, là, on parle déjà d'environ 11 ans, 12 ans. C'est déjà quand même quelque chose, c'est déjà quand même assez intéressant. Donc, très tôt, je ne sais pas trop, bon, peut-être par rapport à l'histoire de l'argent, l'histoire de l'or derrière, c'est quand même très tôt parce qu'on parle de 10 ans, 12 ans de comparaison à quelque chose qui a 300 ans, 400 ans. Bon, c'est vrai que c'est peut-être trop tôt. Pour la Banque d'Angleterre, qui est bien évidemment crypto-friendly, les crypto-monnaies, c'est une révolution. Les institutions britanniques sont plutôt à la pointe sur la question et très récemment, le gouverneur a parlé de la révolution en puissance, notamment sur des marchés financiers. Et du coup, elle a lancé un incubateur de start-up sur la blockchain du côté de l'Angleterre. Donc, du côté de l'Angleterre, ils sont plutôt crypto-friendly et ils voient donc en ça une révolution en puissance. Et c'est de ça qu'il s'agit. La crypto-monnaie vient refaire encore les systèmes financiers et c'est de ça qu'il est question pour les crypto-monnaies. Il n'est pas question de dire c'est l'argent de demain, c'est ce qui va nous rendre riches. C'est pas ça le but de la crypto-monnaie, non. Le but de la crypto-monnaie, c'est de décentraliser ce pouvoir qui est concentré majoritairement dans des organismes et quelques organismes. Donc, de faire encore que le peuple croit en l'argent. Parce que le peuple ne croit plus en l'argent, mais il croit plutôt aux institutions qui derrière émettent cet argent. C'est tout. Mais l'argent en lui-même a déjà perdu de sa valeur, a déjà perdu de son pouvoir. Les gens l'utilisent et continuent de l'utiliser simplement par obligation et par confiance aux organismes qui mettent derrière cet argent. Or, il est question dans la crypto-monnaie de repenser l'argent. Et on ne peut donc pas prendre l'argent aujourd'hui et le comparer avec la crypto-monnaie et vouloir appliquer les mêmes principes avec la crypto-monnaie. Parce qu'on va te dire, une monnaie déjà se qualifie par le fait qu'elle est stable. La crypto-monnaie veut dans la monnaie avoir l'évolutibilité et avoir l'évolutibilité et avoir également la réserve de valeur. L'argent n'est plus une réserve de valeur aujourd'hui. Or, la crypto-monnaie veut encore faire en sorte que l'argent soit une réserve de valeur. On n'a plus besoin d'acheter des maisons pour réserver la valeur comme plusieurs personnes sont en train de faire aujourd'hui. Donc, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite précédemment qui explique un peu ce concept-là. Je vais mettre la vidéo quelque part là et vous allez donc aller regarder cette vidéo-là. Donc, pour la Banque centrale chinoise, tout est question de régulation. En 2014, elle a donc commencé à lancer la création de sa crypto-monnaie nationale qui a été
déjà utilisé dans certaines villes. On parle de Shenzhen, on parle de quelques villes qui ont servi de test. Et récemment, ils ont donc voulu j'ai lu récemment qu'ils ont émettre un stablecoin et qui sera airdroppé dans l'optique d'utiliser ça du côté de la Chine. Donc, voilà un peu ce que les institutions pensent. Les banques des États de l'Afrique centrale, les BEAC, sous la plume de Jean Elundu Ndeme, chef de service de la direction et des moyens financiers, c'est toute une question de sécurité. Pour la banque, pour la BEAC, c'est un système, donc pour la BEAC ici, c'est toute une question de sécurité. La crypto-monnaie est une menace. Donc la BEAC voit la crypto-monnaie comme une menace. D'autres banques, vous avez vu ce qu'elles pensent de la crypto-monnaie. D'autres pensent que la crypto-monnaie, c'est rien. D'autres pensent que la crypto-monnaie, il faut l'étudier parce que d'autres pensent que c'est révolutionnaire. Mais du côté de la BEAC, ils pensent que la crypto-monnaie, c'est une menace. Et pour lui, l'introduction d'une monnaie numérique des banques centrales est certes envisageable, mais devrait faire l'objet d'une étude approfondie. La crypto-monnaie pourrait perturber les systèmes bancaires existants. Ça, c'est ce que la BEAC pense. Est-ce que la BEAC est assez avant-gardiste? Est-ce que la BEAC voit un peu plus loin? Ou bien est-ce que la BEAC est plutôt une banque qui est qui n'a pas la possibilité de battre monnaie et qui est plutôt sous les directives de l'emprise de d'autres organisations et qui ne peuvent donc pas prendre de décision et qui voient donc au fait qu'il y a une monnaie qui existe venir donc mettre en mal les monnaies qui existent déjà, la monnaie qui existe déjà dans son territoire, parce que pour eux, il n'est même pas question de penser qu'il y a quelque chose comme crypto-monnaie quelque part qui existe, mais plutôt de penser que oui, peut-être à la longue, on va voir comment faire une monnaie numérique pour la zone CEMAC, alors que d'autres pays sont déjà en train de travailler sur cette monnaie numérique-là. Mais du côté de la BEAC, on est encore en train de penser que peut-être il faille qu'on fasse quelque chose comme ça existant. Peut-être. Ça me pose beaucoup de questions pour nous qui sommes dans ces zones-là. Est-ce qu'on a forcément de l'avance? Est-ce qu'on a des personnes visionnaires à la tête de nos institutions, à la tête des personnes qui gèrent aujourd'hui nos économies? Donc, ce message-là, ce paragraphe-ci, ça me fait un peu réfléchir. Mais bon, avançons. Pour le Fonds monétaire, le FMI, les autorités de régulation réagissent à l'essor des cryptoactifs, doivent réagir. Donc, pour le FMI, il faudrait plutôt réguler. Il faudrait réguler les crypto-monnaies et voir comment ils peuvent donc être comme ça dans un cadre qui a été défini par les banques, par les organisations et les institutions. C'est de ça qu'il s'agit pour le FMI. Ok. Voyons un peu maintenant le cadre de la RCA. Comment eux, du côté du ministère des Finances, comment eux, ils voient ce que la RCA a pris comme décision de mettre le Bitcoin aux côtés du franc CFA. Donc, ils ont pris la décision on était le 22 avril 2022, donc 22/04/2022. Et cependant, il y a donc certains auteurs, à l'instar de Marie Veil, qui est une journaliste du côté du Monde Afrique, qui a dit que l'adoption des crypto-monnaies comme monnaie officielle n'a pas la moindre rationalité économique, mais pourrait être un outil de rivalité entre la France et la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Donc, elle dit clairement que ce que la RCA a pris comme décision, c'est irrationnel. C'est irrationnel et c'est un outil qui va permettre de mettre la France et la Russie en conflit. Il faudrait comprendre que du côté de la RCA, il y a un conflit qui existe depuis des années. Et il y a donc comme ça la RCA qui est en train de passer un peu plus la main du côté de la Russie pour leur permettre de sécuriser les frontières pour résoudre ce conflit-là, ces différents conflits qu'il y a de temps en temps du côté de la RCA. Donc pour ces journalistes-là, c'est mettre ces deux États en conflit parce que c'était avant une zone qui était couverte par la France. Ok. Mais bon, on ne va pas entrer dans les détails là-dessus, mais ils parlent beaucoup plus majoritairement aussi de ce conflit-là, de ces sanctions qui ont été infligées à la Russie, suspendues du système SWIFT, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pour eux, clairement, cette décision-là, c'est mauvais, et ça va plutôt mettre en conflit
ces deux pays. L'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle sème donc le doute sur l'avenir de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. En général, l'Union africaine, l'Union monétaire de l'Afrique centrale en particulier. Elle est également susceptible d'avoir la répercussion sur d'autres États membres et plus particulièrement du Cameroun. Les enjeux, on va parler dans tous ces enjeux, on va parler dans tous ces détails. En outre, l'utilisation du Bitcoin comme monnaie officielle qui par nature échappe au contrôle de la BEAC est susceptible de concurrencer et de supplanter les monnaies légales en vigueur dans la CEMAC. C'est ce que eux ils pensent. Et ils pensent que l'adoption rapide et généralisée des crypto-monnaies pourrait poser des problèmes considérables en accentuant la cryptoisation. La cryptoisation, c'est-à-dire supplanter. Ils ont bien mis ça ici. La cryptoisation, c'est-à-dire supplanter l'économie. Donc, ils pensent que la décision de la RCA, ça va supplanter l'économie de la zone CEMAC de façon générale. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent que la consécration par l'État centrafricain sur son territoire d'une monnaie officielle autre que celle-ci ayant à coût légal dans la zone CEMAC et automatiquement convertible contre le franc CFA est problématique à l'égard des règles qui sont mentionnées plus haut. Elle risque donc d'aggraver le problème de l'opportunisme qui se manifeste lorsqu'un pays membre n'apporte pas sa part convenue de stock de réserve mise en commun. Donc, il parle d'un stock de réserve qui doit être mis en commun. Or, la RCA, en ayant une partie de ses réserves en Bitcoin, ne pourra pas apporter cette partie-là à la CEMAC pour mettre en commun avec d'autres États. C'est ça qu'ils sont en train de dire ici. Et la RCA peut donc tirer parti des avantages de la communauté sans apporter une contribution proportionnelle à ses coûts, puisque cela échappe. Puisque ces échanges commerciaux peuvent être faits désormais en Bitcoin qui est une devise non reconnue et difficilement maîtrisable. Non reconnue par la BEAC. Ça veut dire qu'il y a une partie de ces échanges qui va se faire en Bitcoin et cette partie-là n'est pas maîtrisable et n'est même pas reconnue par la BEAC. Donc du coup, quand il faudra porter sa part sur la table pour faire partie de la zone CEMAC, il ne sera pas possible d'apporter la partie qui a été faite en Bitcoin. C'est donc l'inquiétude que le ministère des Finances voit et que peut-être la BEAC voit aussi. Donc, les risques sécuritaires liés à cette adoption de la RCA. Il y a donc, le Bitcoin offre un effet à un certain anonymat. Donc, offre en effet un certain anonymat à ses utilisateurs qui peuvent en profiter pour commettre des actes illégaux, notamment le trafic d'armes, de drogue, ainsi de suite, des demandes de rançon et de blanchiment d'argent. Bon, on a déjà tellement parlé là-dessus parce que c'est toujours ce qui revient quand on parle des risques. C'est toujours ce qui revient, toujours. Il mentionne aussi que l'Observatoire du Moyen-Orient a annoncé l'utilisation du Bitcoin par plusieurs organismes terroristes. A annoncé l'utilisation du Bitcoin par plusieurs organismes terroristes, dont l'État islamique. Et cette organisation collecte des dons dans le monde entier en monnaie numérique. Donc, c'est-à-dire certains terroristes de l'État islamique. Or, l'État islamique a des ramifications qui opèrent du côté du Cameroun. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans le rapport. Au Tchad et dans plusieurs pays en Afrique. Donc, la convertibilité automatique du Bitcoin en franc CFA est donc une menace pour la sécurité de plusieurs pays de la sous-région. D'autant plus que le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale ne dispose pas de technologies pour tracer et suivre les opérations effectuées en crypto-monnaie. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que vu que la crypto-monnaie peut servir au terrorisme et au blanchiment d'argent et que les guerres qui se passent du côté du Cameroun, du Tchad et dans plusieurs pays en Afrique sont orchestrées par des États islamiques djihadistes, par exemple, ils pourraient donc avoir de blanchiment d'argent dans ces États-là. Et la convertibilité garantie par la RCA du Bitcoin au franc CFA pourrait donc être une très grosse menace. Mais ce que je veux poser à cet endroit-ci, c'est que est-il possible donc pour ces personnes-là de convertir les monnaies, donc de convertir le Bitcoin en une monnaie centrale garantie par la banque centrale sans qu'on puisse les connaître? C'est impossible, c'est même pas le canevas qu'ils peuvent utiliser. Ils ne peuvent même pas passer par les banques centrales pour convertir cela. S'ils sont des terroristes
et qu'ils acceptent les moyens en Bitcoin, par exemple, et qu'ils acceptent les paiements en Bitcoin, comment est-ce que la convertibilité qui est garantie par la RCA peut être un problème pour la RCA ou bien pour la zone, simplement parce que vous pensez qu'ils vont convertir les bitcoins en francs CFA et ça mettra en mal le franc CFA? Pas du tout. Si la plus grosse utilisation d'argent est faite par les terroristes, mais vous êtes sans crainte parce qu'il n'y aura même pas de répercussions sur le franc CFA. Parce que ces personnes ne vont jamais passer par le système classique en sachant qu'ils seront tracés derrière. S'ils viennent à une banque et ils disent « Ok, on veut convertir nos bitcoins en francs CFA », ils vont devoir avoir un compte dans ces différentes banques-là. Ils vont devoir être enregistrés. Ils doivent mettre leur identité. Et si on a leur identité, on saurait exactement qui sont derrière et on peut facilement mettre la main sur eux. Donc, c'est même pas envisageable, c'est même pas pensable que ces personnes puissent quitter du franc CFA, du Bitcoin pour venir entrer dans le franc CFA en se basant sur la convertibilité qui a été imposée du côté de la RCA, par exemple. Défi de la mise en place d'un cadre réglementaire. Donc, il est question ici de voir comment est-ce que du côté de la BEAC, ou bien du côté de la sous-région CEMAC, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut donc mettre un cadre réglementaire. Donc, avec l'accroissement constant des volumes de transactions, l'Afrique fait donc une percée importante sur les marchés mondiaux en crypto-monnaie. Donc, les transactions, c'est clairement en train de monter. Donc, cette évolution diversement appréciée par les États du continent reste néanmoins très peu encadrée. Et donc, l'évolution récente de la RCA pourrait obliger les autorités de la sous-région à encadrer l'utilisation des crypto-monnaies ou à créer une crypto-monnaie propre à la sous-région comme le font des États de nombreux pays. Ça veut dire que la RCA peut pousser donc la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la BAC, la CEMAC, la BEAC, la COSUMAF, ces organisations-là, on peut les pousser justement à créer une crypto-monnaie sous-régionale pour permettre de réguler les transactions dans la zone CEMAC à Cannes. Ça sera génial parce que s'il veut que les réserves ou bien les transactions qui se font en crypto-monnaie du côté du RCA contribuent à faire partie du peu qu'il faut que chaque pays apporte sur la table du côté de la CEMAC, ils sont soit contraints à accepter les crypto-monnaies, soit créer une crypto-monnaie de façon sous-régionale pour permettre donc que ce soit la monnaie qui soit acceptée dans la sous-région et que les pays ont donc la possibilité de payer une partie de leurs réserves dans ces différentes institutions-là au travers de cette crypto-monnaie. Donc, on peut voir très prochainement arriver une crypto-monnaie sous-régionale du côté de la zone CEMAC. Vous me dites ce que vous pensez de cette nouvelle en commentaire. Et on ne va pas aller dans trop les détails là-dessus. Je vais vous laisser le document en description de cette vidéo pour que vous puissiez également passer par là et voir ce que le ministère des Finances pense de la crypto-monnaie. Mais bon, nous avons déjà couvert les points qui sont les plus importants. En conclusion, ce sont des personnes qui sont très aguerries par rapport à ce qui se passe de façon globale dans le monde entier. Ce sont des personnes qui voient les institutions, qui voient les décisions qui sont en train d'être prises, qui voient la finance décentralisée comme une menace et qui voient la crypto-monnaie comme une menace plutôt qu'une opportunité. Mais bon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Comment est-ce que c'est intéressant cette façon dont le ministère des Finances voit la crypto-monnaie et vous-même, comment est-ce que vous voyez la crypto-monnaie? Vous me dites cela en commentaire. En commentaire, vous trouverez également le lien du groupe Telegram, le lien de la formation et je serai toujours là pour vous accompagner. D'ici à là, portez-vous bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Condio. Ciao.